Salut à tous, on se retrouve pour le deuxième cours avec moi de biophysique. Donc ce cours portera sur le noyau atomique, c'est un cours ultra important parce qu'il va permettre de comprendre le cours qui vient juste après, qui est le cours sur la radioactivité. Donc écoutez bien, j'ai simplifié le cours par rapport à la Renéo qu'on avait nous en PACES, par rapport à ce qui peut potentiellement retomber votre année ou pas. J'espère que ce cours se rapprochera le plus possible de ce qui vous sera demandé à l'examen. Et c'est parti, on commence. Du coup, on commence avec la première partie qui va porter sur l'expérience de Rutherford. Donc je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le cours 1, on avait évoqué l'expérience de Rutherford qui avait permis de trouver le modèle planétaire de l'atome. Je vais vous expliquer quelle est cette expérience et comment elle a permis de prouver la structure de l'atome. Du coup, avant Rutherford, en fait, il y a Thomson qui va émettre un modèle pour l'atome. Ce modèle, on va l'appeler le pudding au raisin. En fait, ça consiste en quoi? Je sais pas si vous voyez un pudding au raisin, à quoi ça ressemble. Je vous mettrai une image. Mais en gros, c'est une pâte avec des raisins au milieu. Rien de bien compliqué. En fait, Thomson, il pensait que l'atome c'était ça. C'était une pâte positive, parce que l'atome est neutre. Une pâte positive avec à l'intérieur des électrons négatifs, qui compensaient avec la charge. Du coup, Rutherford il va faire son expérience de la feuille d'or dans un tout autre but à la base. Mais elle va se révéler être essentielle pour comprendre la structure de l'atome. Rutherford, il va faire quoi? Il va prendre de l'uranium-235 qui est un émetteur de particules alpha. Les particules alpha, on va le voir dans le prochain cours parce que ça fait partie de la radioactivité alpha, c'est des noyaux d'atomes d'hélium. Ce qui est très important à savoir, c'est le mot noyau. Ça veut dire que ces particules sont positives. C'est hyper important. Elles sont constituées de 4 nucléons, de protons et de neutrons. Du coup, ces particules sont positives. Cet émetteur, cet uranium-235 va être dans une petite boîte en plomb, parce que le plomb est hermétique. De cette petite boîte en plomb, va y avoir un seul petit trou. Ce petit trou, il va permettre de créer un faisceau de particules alpha. Ce faisceau, il va être envoyé sur une fine feuille d'or. Une très fine feuille d'or évidemment. Et tout ça va être entouré à 360 degrés par une couronne d'émetteurs qui va permettre de capter les particules alpha. Rutherford, il s'attendait à quoi? Il s'attendait à ce que ces particules alpha traversent la feuille d'or sans déviation, sans rien, quelque chose de basique. Mais il va être totalement étonné de voir que c'est pas du tout le résultat qu'il va avoir. En fait, comme il s'y attendait, il y a une majorité de particules alpha qui vont traverser sans déviation, sans rien, tranquillement comme il l'avait prévu. Mais il va se rendre compte qu'un petit pourcentage en fait va être légèrement dévié et va taper à 20-30 degrés le détecteur. Déjà ça il dit un peu bizarre, je comprends pas trop. Mais ce qui va vraiment l'étonner, c'est qu'il y a une particule sur 20 000 qui va frapper le détecteur à 90 degrés. À plus de 90 degrés, enfin, va frapper le détecteur totalement, il va revenir vers lui. Et là il se dit, oula c'est pas très normal. Du coup il va émettre un modèle planétaire, le modèle planétaire de l'atome qu'on avait vu dans le dernier cours, et ça va tout expliquer. En fait, pour lui, l'atome est constitué d'un noyau positif, tout petit, donc 10 puissance moins 15 mètres, et d'électrons qui vont graviter autour du noyau, à une distance de 10 puissance moins 10 mètres. Et c'est ce qu'on appelle le modèle planétaire. Les électrons gravitent autour du noyau. Il va pouvoir donc dire que la matière est en fait une structure lacunaire, donc la matière est pleine de vide. Parce qu'entre notre noyau et notre électron, il n'y a rien, il y a du vide. C'est assez paradoxal, mais c'est comme ça. On le voit bien sur le schéma, je trouve qu'on voit bien notre petit noyau positif avec rien autour et les électrons qui gravitent entre. Enfin, non, au contraire. Les électrons qui gravitent autour avec rien entre le noyau et les électrons. Mais alors pourquoi l'expérience se passe comme ça? La majorité des particules va passer entre le noyau et les électrons. Donc elles vont traverser entre, sans déviation, sans rien. Mais comme je vous ai dit plus tôt, les particules alpha sont positives. Certaines particules alpha, en fait, elles vont passer très près d'un noyau.
Et je sais pas si vous l'avez vu en terminale ou en première, mais quand, tout simplement avec des aimants, quand un aimant positif se rapproche d'un aimant positif, ben ça va causer problème. Et donc du coup, certaines particules alpha, elles vont passer trop près du noyau et être déviées, comme des aimants. Et certaines particules alpha vont venir frapper de plein fouet un noyau positif. Donc positif plus positif, bah, ça va faire de l'autre côté. Ce qui explique un peu tout. C'est assez rare qu'un noyau se fasse frapper par une particule alpha, donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a 1 sur 20 000 qui va être déviée totalement. Mais au final, on remarque bien que ceci explique totalement le modèle planétaire de l'atome. Du coup, ce qu'il y a à retenir de cette expérience, c'est que Rutherford a découvert un modèle planétaire et une structure lacunaire de l'atome. Après avoir découvert à quoi ressemble l'atome, on va parler de la composition du noyau et de sa classification. Le noyau, comme vous l'avez vu au lycée, on le note, un élément en général, A, X, Z. À quoi ça correspond ? X, c'est le symbole de l'élément chimique. Alors attention, j'ai déjà vu des pièges de Humbert et d'Harcourt parce que les deux font ce piège. X, c'est l'élément chimique et non pas le composé chimique. Un composé chimique, c'est un assemblage de molécules, ce qui est à différencier d'un élément chimique. En fait, un composé, c'est plusieurs éléments chimiques. Du coup, X, c'est le symbole de l'élément. Ensuite, on a A, qui est le nombre de nucléons, nombre de masses. A, comme on l'a vu dans le cours 1, ça correspond à l'entier le plus proche de la masse molaire atomique ou de la masse d'un atome en U. Donc du coup, c'est le nombre de nucléons. On a Z, qui est le nombre de protons. C'est le nombre de charges. Donc il est proportionnel à la charge du noyau. Et il est indissociable de l'élément chimique. On va le revoir plus tard. Mais un atome avec Z égale à 6, donc 6 protons, ce sera toujours, quoi qu'il arrive, un carbone. Si on dit Z égale à 8, pareil, quoi qu'il arrive, ce sera toujours un oxygène. Donc ça c'est très important que le Z est indissociable de l'élément chimique. Et après on a N qui n'est pas noté sur la notation donc AXZ. N c'est le nombre de neutrons. On le trouve par A moins Z en fait. Donc A c'est le nombre de nucléons et comme vous le savez, les nucléons c'est les protons et les neutrons. Donc pour trouver le nombre de neutrons, bah, on fait A moins le nombre de nucléons moins le nombre de protons et on trouve le nombre de neutrons. C'est pareil, si on vous dit quel est le nombre de nucléons et que vous avez le nombre de protons et de neutrons, bah tout simplement vous additionnez les deux. Maintenant on va voir qu'il y a plusieurs façons de classer les atomes. On a tout d'abord la classification basique que vous avez vue depuis longtemps, depuis je crois que c'est la 4e, on voit ça. C'est la classification du tableau périodique des éléments ou classification de Mendeleïev. On va classer en fait les atomes en fonction du nombre de protons. Du coup, je pense que vous le voyez vachement plus en chimie générale, donc je vais pas m'étaler là-dessus. De toute manière, les profs ils en parlent assez rapidement. Mais vous avez un tableau qui va être fait sous forme de lignes et de colonnes avec des familles d'éléments classés selon leur nombre de protons de façon croissante. On va avoir les colonnes qui vont former des familles, donc les alcalins, les alcalinotéreux, les gaz rares, les halogènes, etc. Pareil, tout ça, ça va vous être détaillé en chimie G, vous inquiétez pas. Et les colonnes du coup, donc c'est des familles qui ont les mêmes propriétés physico-chimiques. Encore une fois, vous le reverrez en chimie. Alors une classification qui va classer nos noyaux en fonction de leur nombre de neutrons. Cette classification, elle s'appelle la table des nuclides. Cette table des nuclides, elle est vachement plus adaptée à la radioactivité. Parce que notamment, on va pouvoir observer les noyaux qui sont radioactifs ou pas. Et notamment, on va pouvoir voir tous les différents noyaux d'un même élément. Ce qu'on va voir, c'est qu'il y a des éléments qui vont avoir plusieurs neutrons, enfin plusieurs nombres de neutrons possibles. Ne vous inquiétez pas, les définitions elles vont arriver. Donc sur cette table des nuclides, on va pouvoir classer les atomes, du coup, comme je vous ai dit, en fonction de leur nombre de neutrons, dans un repère cartésien.
avec en abscisse le nombre de protons et en ordonnée le nombre de neutrons. Vous voyez de manière, c'est en général indiqué à l'examen, vous inquiétez pas. On va pouvoir définir 300 nucléides naturels et 2500 radioactifs. Les profs ne sont pas forcément d'accord sur le nombre de nucléides radioactifs ou naturels. Je récapitulerai les réponses des profs. Dans la catégorie réponses des profs, je vous ferai un gros récapitulatif de toutes les réponses des profs qu'ils ont pu faire en PACES depuis 2016 à même le semestre qui vient de passer. Comme ça, il y a des questions que vous pouvez peut-être vous poser où il y aura déjà la réponse. Ce sera plus facile pour vous, vous inquiétez pas. Cette table des nucléides, elle va faire apparaître plusieurs choses. Et des choses qui sont très importantes, et ces définitions, s'il vous plaît, mais retenez-les par cœur, c'est ultra important. Elle fait apparaître quoi? Elle fait apparaître tout d'abord les isotopes. Les isotopes, ce sont les noyaux avec le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différent. Je m'explique. Vous voyez l'oxygène, là, parce que c'est représenté par l'oxygène, donc c'est des colonnes. Vous voyez l'oxygène, il y a l'oxygène 15, 16 et 17. Je sais pas si c'est ce qui a marqué exactement sur le schéma, mais c'est pareil. Vous voyez que ces trois noyaux ont le même nombre de protons, qui est Z égale à 8. Par contre, il y a le nombre de neutrons qui est différent. Dans l'oxygène 15, il y a 7 neutrons et 8 protons. Dans l'oxygène 16, il y a 8 protons et 8 neutrons. Et dans l'oxygène 17, il y a 9 neutrons et 8 protons. Du coup, ce qui est, pour retenir plus facilement, moi je me disais isotope, c'est un P, donc P comme proton, donc le même nombre de protons. Donc elle fait apparaître aussi les isotones. Les isotones, c'est quoi? On les voit sur les lignes. Donc comme on a dit, isotope, colonne, isotone, attention, ligne. Les isotones, c'est quoi? C'est le même nombre de neutrons, donc des noyaux qui ont le même nombre de neutrons. Ce sont donc des éléments qui sont différents. Là, je vais prendre pas l'exemple qu'il y a sur votre schéma parce que j'arrive pas à lire ce que c'est, mais je vais prendre un exemple au-dessus. On a le carbone 13 et l'azote 14. Le carbone 13, il a 6 protons et 13 moins 6, 7 neutrons. Et on a à côté l'azote 14 qui a 7 protons, parce que c'est de l'azote, et donc 14 moins 7, 7 neutrons. On voit que ce sont des éléments qui sont différents, mais qui ont le même nombre de neutrons. Donc ce sont des isotones. Moi je me disais isotone, N, donc N comme neutron. Et on arrive enfin à la troisième définition qui sont les isobars. Les isobars, ce sont des diagonales descendantes. Attention, parce que des fois on peut vous faire le piège. Des diagonales descendantes vers la droite. Quand vous lisez votre feuille, c'est vers la droite. Isobar, c'est le même nombre de nucléons. Mais attention, parce qu'on peut confondre nucléons et neutrons avec isotone, isobar. N'oubliez pas que les nucléons, on les note A sur votre A avec Z. Donc A, c'est le nombre de nucléons. Donc isobar, A de nucléons. Donc c'est pareil, ce ne sont pas les mêmes éléments, mais et ils ont donc un nombre de protons et un nombre de neutrons qui sont différents, mais au final ils ont le même nombre de nucléons. Donc là on va vous donner le carbone 14 et l'azote 14. Donc 14-14 c'est pareil, par contre l'azote 14 il a 7 protons, 7 neutrons, et le carbone 14 il a 8 neutrons et 6 protons. Mais au final, ils ont tous les deux 14 nucléons. Du coup, ce sont trois définitions à connaître vraiment par cœur, parce que ça tombe, et surtout, il faut savoir identifier quels sont les protons, quels sont les isotopes, les isotones, isobars. Mais vous inquiétez pas, on vous fera des QCM là-dessus en examen blanc, tutorat ou même en DM, parce que c'est vraiment quelque chose qui tombe souvent. Il y a une autre petite notion qui est importante avec tous ces isotopes, isotones, etc. C'est l'abondance isotopique. En fait, comme on l'a vu, un noyau, un élément peut avoir plusieurs isotopes. Donc par exemple, on va reprendre notre carbone. On parle souvent du carbone 12 parce qu'il est très très présent. Mais il faut savoir qu'il y a aussi le carbone 13 et le carbone 14.
L'abondance isotopique en fait c'est le pourcentage de cet isotope dans la nature. Je m'explique. Dans la nature, le carbone 12 il est extrêmement présent par rapport à ces deux autres isotopes. Dans la nature, en fait, on va comptabiliser 99% de carbone 12, environ 1% de carbone 13 et moins de 0,1% de carbone 14. C'est ça l'abondance isotopique. Quand on va vous dire, par exemple, je dis n'importe quoi, le magnésium 21, je sais pas, est représente les 2 tiers des isotopes présents dans la nature du magnésium, ça veut dire que son abondance isotopique est de 2 tiers, donc environ 66%. Une autre façon de le dire, qui peut peut-être être plus facile à comprendre, c'est la fraction molaire dans le mélange de la nature, dans la nature en fait. Du coup, ça c'est important à retenir. En général, il y a c'est tombé pas mal d'années. Le prof va vous donner un énoncé avec plusieurs atomes, etc., etc., et leur pourcentage dans la nature, et il va vous dire le tel atome a pour isotope tel atome, isotone, isobar, etc. Et l'item D en général c'est l'abondance isotopique de tel atome et de nanana. Évidemment les valeurs sont dans l'énoncé, il faut juste dire oui, non, etc. Vous inquiétez pas, c'est rien de bien sorcier, mais les profs aiment bien jouer sur les mots, donc c'est pour ça qu'il est très important de retenir les différentes définitions. On arrive à la partie sur le nombre de masses, donc qui est égal au nombre de nucléons, comme on l'a vu dans le cours 1. Je vais passer assez vite parce qu'on en a déjà parlé, et puis c'est assez détaillé dans la fiche, ne vous inquiétez pas là-dessus. Ce qui est important à retenir, c'est que le nombre de nucléons est trouvé, comme je vous l'ai déjà dit, par rapport au nombre à la masse molaire atomique. C'est l'entier le plus proche, donc par exemple, comme je vous ai dit, si on a une masse molaire de 17,01 grammes, le nombre de nucléons c'est de 17. Du coup ça c'est important à retenir. On va revoir autre chose, une autre petite notion, c'est que la masse du noyau elle va dépendre également de l'énergie de liaison, mais on va le revoir plus loin, donc vous inquiétez pas là-dessus. Et ce qui est par contre très important à retenir, et ce qui est essentiel pour la suite du cours, c'est que le proton et le neutron n'ont pas la même masse. En effet, un proton fait 1,007 U et un neutron 1,009 U. Donc le neutron est légèrement plus lourd que le proton, mais cette différence de masse en fait est extrêmement importante. Sans cette différence de masse, en fait, l'univers n'existerait pas. C'est quelque chose qui est assez flou, assez bizarre, je vous l'accorde, mais c'est méga important à retenir, c'est fondamental. On passe à une partie qui va décrire les nucléons et les particules élémentaires. Comme on l'a vu dans le cours 1, il y a 2 nucléons. Il y a le proton qui est stable à l'état libre, de charge positive et de masse 1,007 U. Et le neutron qui est neutre, instable à l'état libre et qui a une masse de 1,09 U. Les 2 nucléons ne sont pas relativistes. Ça, c'est très important. Mais on s'est aperçu avec le temps qu'en fait ce n'étaient pas les particules élémentaires de la nature. En effet, les particules élémentaires, elles sont classées dans ce tableau. Il y a 2 types et 3 familles. Nous, on va s'intéresser qu'à la famille des ordinaires, qui est la famille numéro 1. Et on va y retrouver du coup 2 types, les quarks et les leptons. Les leptons, ils ont comme particularité de se déplacer à l'état libre. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas confinés dans le noyau. Il y a 2 types d'électrons, il y a 2 types de leptons. Il y a l'électron, que vous connaissez déjà, et l'antineutrino. L'antineutrino, on en a vite fait parler dans le cours 1, mais on va en reparler dans le cours sur la radioactivité essentiellement. L'antineutrino, il est difficile à observer, mais pas impossible à observer. Il a une masse presque nulle et une charge presque nulle. Mais on en reparlera plus en détail dans le cours sur la radioactivité, notamment dans la radioactivité bêta.
Les quarks, eux, ils ont la particularité d'être confinés dans les nucléons. En fait, ce sont ceux qui constituent les nucléons. Il y a deux types de quarks. Il y a les quarks down et les quarks up. Et comme je vous l'ai dit, ils vont constituer les nucléons. Chaque nucléon, donc le proton et le neutron vont avoir leur constitution en quarks qui leur est propre. Et en fait, si on additionne la charge des quarks, vous allez voir qu'on va retrouver la charge de la particule. Le proton, il est constitué de 2 quarks up et 1 quark down. Le quark up, il va avoir une charge de 2 tiers d'électronvolts. Donc si on fait 2 tiers plus 2 tiers, ça nous fait 4 tiers. Bien. Et le quark down, il va avoir une charge de moins 1 tiers d'électronvolts. Donc 2 tiers plus 2 tiers moins 1 tiers, ça nous fait bien 1 électronvolt. Le neutron, lui, il va avoir une charge neutre, comme vous le savez. Donc il va falloir que la somme des quarks s'annule pour trouver une charge neutre, nulle. On va du coup trouver que le neutron, il a un quark up et 2 quarks down. Parce que up, c'est 2 tiers plus 2 tiers, et down, c'est moins 1 tiers. Donc 2 tiers, moins 1 tiers, ça fait bien 0 électronvolt. Du coup, voilà, les quarks sont confinés dans les nucléons et les constituent, et les leptons sont à l'état libre. On va pouvoir avoir l'électron et l'antineutrino. On va maintenant passer à la troisième partie, qui est la partie la plus importante de ce cours. Elle s'intitule énergie de liaison et défaut de masse. En fait, la masse d'un noyau constitué, donc vous avez votre noyau qui est étouffé, etc., avec ses nucléons, etc., elle va être plus légère que si on prend la masse de chaque nucléon additionné. Je m'explique. Si on additionne la masse de tous les protons, la masse de tous les neutrons constitués, on va avoir un certain chiffre, ben ce chiffre sera toujours, mais toujours plus élevé que la masse du noyau tout ensemble. Pourquoi ? Ceci est dû à l'énergie de liaison. En fait, on va calculer ce qu'on appelle un défaut de masse. Donc on va faire la masse des nucléons pris individuellement moins la masse du noyau constitué. Ça va nous donner une certaine valeur qu'on appelle du coup le défaut de masse, noté delta M. Ce défaut de masse, il est lié du coup à l'énergie de liaison des nucléons. C'est l'énergie qu'il faut apporter pour dissocier les nucléons du noyau. Tout ça est dû en fait à l'équivalence masse-énergie. Cette énergie de liaison, on va la calculer comment ? On va faire delta M en U fois 931,5, ce qui va nous donner une valeur en méga électronvolts. Pour faire une phrase récap qui est plus facile à comprendre que tout ce charabia que je viens de vous dire, on dit que l'énergie de liaison des nucléons d'un noyau est l'énergie à apporter au noyau pour les dissocier, et elle va se transformer en masse, ce qui explique le défaut de masse. En gros, cette énergie, quand on va avoir notre noyau constitué, on va apporter de l'énergie de liaison pour dissocier, et cette énergie qui va se transformer en masse va rendre les nucléons plus lourds que ce qu'ils avaient comme masse dans le noyau. Et du coup, comme je vous ai dit, c'est énergie de liaison égale delta M fois 931,5 mégaélectronvolts. On passe à la dernière partie de ce cours sur le noyau, donc évidemment je vous l'ai bien simplifié, bien raccourci, parce que je ne sais pas réellement ce que le prof va vouloir garder dans son nouveau cours, donc je vous ai mis les parties les plus importantes. Du coup, ce dernier chapitre s'intitule facteurs de stabilité. En fait, on va voir que le noyau a plusieurs facteurs qui vont le rendre stable en fait. Le noyau, son but dans sa vie, c'est d'être toujours le plus stable possible. Et plusieurs facteurs sont à prendre en compte. Donc du coup, le premier facteur, c'est l'énergie de liaison par nucléon. C'est le plus important. Mais vraiment, si vous n'avez à retenir qu'un seul, c'est celui-là, parce qu'il est méga important et il va ressortir plein de fois. En gros, l'énergie de liaison par nucléon, c'est l'énergie qui lie les nucléons entre eux. On va la représenter sur une courbe, donc avec en abscisse le nombre de nucléons, abscisse A, nucléon,
et en ordonnée l'énergie de liaison par nucléon. On va comparer le rapport de stabilité qui dépend de chaque nucléide du coup. Plus l'énergie de liaison par nucléon est élevée, donc elle augmente, plus le noyau est stable. C'est hyper important à retenir. On va remarquer du coup deux zones sur la courbe. Une zone avec une énergie de liaison qui est par nucléon qui est de plus en plus élevée en fonction du nombre de nucléons qui augmente, pour atteindre un pic de stabilité au nickel 60. Le nickel 60, c'est le noyau le plus stable avec l'énergie de liaison par nucléon la plus élevée, qui est environ égale à 8,5 mégaelectronvolts, 9 selon les sources. Mais retenez 8,5. On va remarquer une deuxième zone avec le nombre de nucléons qui va continuer à augmenter, par contre l'énergie de liaison par nucléon qui va diminuer. C'est-à-dire qu'après le nickel 60, les noyaux sont de moins en moins stables petit à petit, mais la courbe est vachement plus douce que la courbe qu'on avait avant, avec une énergie de liaison par nucléon qui augmente très vite. Ensuite, on va remarquer au début, avant le nickel 60, des pics de stabilité. On voit que la courbe, elle fait d'un seul coup comme ça, puis elle redescend. Je fais très bien la courbe qui monte et qui descend. Ces pics de stabilité, ils vont être dus à une augmentation brutale de la stabilité, du coup, due à une augmentation brutale de l'énergie de liaison par nucléon. Tout ça est dû aux nombres magiques. Les nombres magiques, en fait, le nombre de protons et le nombre de neutrons, si ce sont des nombres magiques, on va avoir un pic de stabilité. On prend par exemple le cas de l'hélium, qui a un nombre doublement magique avec 2 protons et 2 neutrons, 2 étant un nombre magique. L'atome d'hélium va être très stable. On peut aussi parler de l'oxygène 16 qui a 8 protons, 8 neutrons et 8 étant un nombre magique, il est doublement magique. Donc l'oxygène 16 est très stable. Du coup voilà, l'énergie de liaison par nucléon, c'est le facteur le plus important pour la stabilité du noyau. On parle maintenant de la parité du nombre de nucléons, donc ça va être très rapide. C'est juste pour dire que les noyaux avec un nombre de protons et de neutrons pairs, donc avec un nombre de nucléons pairs, seront les noyaux les plus stables. A contrario, les noyaux avec un nombre de protons impairs, de neutrons impairs, donc de nucléons pairs, seront les moins stables. Il y a un tableau, vous devez juste retenir en gros que si neutrons et protons sont stables tous les deux, on va avoir une grande stabilité. On passe maintenant au nombre de neutrons, donc c'est un facteur de stabilité assez important. On va voir en fait, grâce à la table des nucléides, que les noyaux stables se trouvent sur une zone assez bien définie, ce qu'on appelle la vallée de la stabilité. Elle va avoir 3 zones assez importantes. La première zone, si A est inférieur à 20. Les noyaux stables se trouvent sur la première bisectrice, c'est-à-dire n égale à z, donc il y a autant de neutrons que de protons, et ces noyaux sont stables comme il faut. Par exemple, le carbone 12, 6 neutrons, 6 protons, l'oxygène 16, 8 protons, 8 neutrons, etc. Ces noyaux sont stables comme ça. Plus on augmente le nombre de protons, plus on voit sur le schéma que la vallée de la stabilité s'écarte de la première bisectrice. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme vous le savez, les protons, ce sont des particules chargées positivement. Et donc du coup, ils vont se gêner entre eux à cause de la force coulombienne. Et si on ne compense pas cette force coulombienne, le noyau va se péter puisque les protons vont trop se repousser. Du coup, pour compenser cette force, on va rajouter des neutrons. Du coup, vous voyez que la courbe, elle tend à augmenter parce qu'en fait, on va augmenter le nombre de neutrons dans ces noyaux-là pour augmenter la stabilité du coup. Donc, pour faire une phrase plus concise, la masse augmentant, les noyaux stables doivent avoir un nombre de neutrons supérieur au nombre de protons pour compenser les forces répulsives coulombiennes. On a une troisième zone qu'on appelle la zone A, c'est la zone d'instabilité dynamique. En fait, arrivé à un certain niveau, donc Z égale à 200, la stabilité est très dure à atteindre, si ce n'est impossible. Évidemment, il y a de la stabilité,
mais elle est beaucoup plus difficile à atteindre et on dit que les noyaux sont instables. J'ai marqué dans la fiche si A est supérieur à 200, quoi qu'il arrive ils sont instables. C'est pas réellement vrai parce qu'on peut notamment notifier le plomb, je crois que c'est le plomb 206 si je dis pas de bêtises, qui est stable, très stable même. Donc c'est pour simplifier, ils sont globalement instables mais évidemment il y a des exceptions. Donc, on passe au QCM sur le noyau. Du coup pour les QCM du noyau, on a le QCM 1 donc. À propos de la classification et de la composition des atomes, on peut dire, item A, que la table des nucléides fait apparaître les isotones, même nombre de nucléons. Item B, l'abondance isotopique et l'abondance d'un isotope d'un même élément. Item C, les leptons sont de deux types et prisonniers dans le noyau. Item D, le proton est composé de deux quarks, un quark down et deux quarks up. Item E, tout est faux. Correction du QCM 1. Du coup, les bons items étaient les items B et D. Pourquoi? Item A, la table des nucléides fait apparaître les isotones, même nombre de neutrons et pas nucléons. Attention, les nucléons c'est isobar pour A de nucléons et neutrons c'est isotones. Attention. Item B, l'abondance isotopique et l'abondance d'un isotope d'un même élément, c'est juste. Item C, les leptons sont de deux types et prisonniers dans le noyau. Non, ils sont libres dans l'espace. C'est les quarks qui sont prisonniers dans le noyau et plus précisément à l'intérieur même des nucléons. Et item D, le proton est composé de deux quarks up et un quark down, c'est vrai. QCM2. Calculer l'énergie de liaison de l'atome d'aluminium, Z égale à 13, A égale à 27, en mégaélectronvolts, sachant que sa masse est de 96,9815 U. Je vous donne la masse du proton, la masse du neutron, la masse de l'électron. Et l'item A est de 32,8, l'item B 97,1, l'item C 163,7, l'item D 218,9 et l'item E 571,2 mégaélectronvolts. Correction du QCM2.
La bonne réponse est la réponse D. Pourquoi? On va calculer le défaut de masse. Pour calculer le défaut de masse, on fait le nombre de protons fois la masse du proton, plus le nombre de neutrons fois la masse du neutron, moins la masse de l'atome, enfin du noyau. Du coup, on fait 13 fois 1,00728 plus 14,1,00866 moins 26,9815. On trouve 0,23 U environ, j'ai simplifié, ce sera plus simple. Et pour calculer l'énergie, on fait le défaut de masse fois 931,5 et on trouve 218,9 mégaélectronvolts. Pour vous simplifier la vie, je vous donnerai 1,007 et 1,009 U pour les masses du proton et du neutron, puisque les masses exactes sont celles-là, mais à l'examen, on vous donne... je vous conseille de calculer comme ça, dans tous les cas, les valeurs sont toujours très espacées les unes des autres, pour justement que vous ne soyez pas à peu près en fait. Comme ça, ce sera plus simple pour vous. Et c'est toujours comme ça, vous inquiétez pas. Et voilà, c'est la fin de ce cours sur le noyau atomique. On se retrouve bientôt pour le dernier cours sur ce chapitre noyau et radioactivité. Donc on va parler brièvement de la radioactivité. Je vous ferai encore une fois pas tout le cours parce que c'est vraiment chargé, c'est assez lourd pour une première vision. On parlera uniquement des généralités radioactives, de la radioactivité alpha et de la radioactivité isobarique. Et je vous épargne la radioactivité isomérique. Honnêtement, d'ailleurs c'est pas très compliqué, la radioactivité isomérique. Je vous le fais pas pour pas vous surcharger de cours à apprendre parce que je sais que vous avez d'autres matières. Donc vous inquiétez pas, vous le verrez avec les profs, c'est pas compliqué, les profs expliquent très bien dans tous les cas. Et je vous sortirai une fiche récap sur la radioactivité bien complète, et sur tous les cours d'ailleurs, en tous les cas, bien complète, sans problème, quand le cours sortira à la fac. Je vous souhaite plein de courage, plein de bisous et à bientôt.